Salut, c'est Geoffrey. Bienvenue dans Essaye encore, ce podcast qui dédramatise l'échec. J'y reçois des gens connus et moins connus qui me racontent comment ils se sont plantés. Salut tout le monde! Aujourd'hui, mon invitée est Arlette Testiller. Elle est l'une des dernières survivantes de la rafle du Veldiv en 1942. Ce qu'on a pu vivre là-bas, ça a été... c'est innommable, c'était l'enfer de Dante. Avec elle, on revient sur ce matin où son immeuble entier se fait arrêter, sur le départ de son papa, qu'elle croit pour le STO. Finalement non, c'est pour un wagon direction Auschwitz. Elle l'apprendra bien plus tard. Le Veldiv, dans les yeux d'une enfant de 8 ans, son parcours, sa survie, devrais-je dire. Enfant caché pendant la guerre, une femme qui par la suite choisira de vivre véritablement, fonder une famille, en taisant ce vécu au fond d'elle-même, puisque personne ne veut l'entendre. Personne jusqu'à un certain Jacques Chirac qui reconnaît la collaboration du régime de Vichy pendant la guerre et d'un certain devoir de mémoire qui se met en place et qui commence à s'installer. À partir de là, Arlette racontera, et encore aujourd'hui, son histoire. Arlette Testiller, l'une des dernières survivantes de la rafle du Veldiv en 1942, est mon invitée. Arlette Testiller est mon invitée. Elle a 93 ans. Elle est l'une des dernières survivantes de la rafle du Veldiv en 1942. Bonjour Arlette. Bonjour, mais faut pas me vieillir, c'est pas 93. Chaque année ça tombe, c'est 92. Ah, c'est 92. Ah, bah alors oui. Moi on me donne des infos plus âgées, ça ne va pas, ça. Effectivement, c'est malvenu. Ah non, une année c'est importante. Quand on a 3 ans, d'accord. Et quand on a 92 ans, faut pas rajouter. Je suis bien d'accord. Bon, 92 ans, Arlette. Alors, on va aborder, bien sûr, ce sujet lourd que tu as décidé de transmettre un peu partout, dans bon nombre d'écoles, à travers toute la France. Tu vas témoigner en face des collégiens, lycéens, etc., pour apporter ce témoignage. J'allais dire en quelques mots, mais comment pourrait-on finalement aborder ton parcours ? En quelques mots, c'est difficile. J'imagine. S'il faut commencer par ce qu'on a eu à la déclaration de la guerre, la spoliation, les biens de tout saisi, l'impossibilité de circuler dans Paris, tout ce qui nous a été interdit. Bon, ça, j'ai vécu. Ensuite, il y a eu les arrestations, parce qu'il y a eu les premières des rafles. Il n'y a pas eu des rafles au début. Les premières arrestations ont été faites par convocation. D'accord. Il y a eu 2 arrestations, ce qu'on appelle celle des notables, où le grand-père d'Anne Sinclair a été arrêté. Et ensuite, il y a eu l'arrestation du billet vert, où mon papa a été justement arrêté sur convocation. Il a reçu, je me souviens très bien, une convocation où il y avait écrit « Présentez-vous au commissariat de votre arrondissement ». Nous, c'était rue Beaubourg. Pour vérification d'identité. Ouais. Et mon papa, il y a été, mais vraiment la fleur vraiment française à la bouche, parce que ma mère voulait pas qu'il y aille, parce qu'on avait déjà été spoliés, interdits et tout ça. Mais il a dit, mais qu'est-ce que je risque? Je suis français, les enfants sont français, qu'est-ce qu'on risque? Et ses dernières paroles ont été: mais qu'est-ce que peux-je risquer dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola, de Rousseau? Mais moi, à cette époque, j'ai 8 ans et demi. Oui, j'allais dire, t'as une petite dizaine d'années, c'est ça, donc tu vois ça avec les yeux d'enfant. Ouais. Je crois que c'est des copains de mon papa. Ouais. Moi, je me dis, ils risquent rien. Et malheureusement, c'était très bien fait, cette convocation, accompagnée d'un adulte. Parce que quand il est présenté au commissariat, on a dit à maman, on y avait été avec ma sœur, mais on lui a dit, il sort plus, allez lui chercher des vêtements, on prend ses papiers d'identité, et de là il est parti au camp de Pithiviers, et fin 41, je crois début 42, par le convoi numéro 4, il a été envoyé à la mort, direction Auschwitz, où j'ai son acte de décès, certificat de décès.
baraque 28, carré des Français, chambre à gaz, fort comme un soir. Voilà, ça a été jusqu'à ce que nous, on vivait à Paris, on vivait encore, on pensait qu'il était parti travailler en Allemagne comme pour le STO. Ça avait travail obligatoire. Ouais. Et puis est arrivé très vite. Déjà le port de l'étoile jaune, pour moi, ça a été un traumatisme énorme, cette étoile jaune. C'est-à-dire, bon, tout à l'heure, je vais le raconter aux élèves. Et puis après la rafle, là, ça a été des rafles, vraiment une rafle. La rafle du 16 juillet 42 du Vélodrome d'hiver, où on a arrêté femmes, enfants et tout. Parce qu'en fait, Chirac a fait le nécessaire en déclarant la collaboration du gouvernement de l'époque, le gouvernement de Vichy, pas de toute la France. Faut faire attention. Oui. C'est pas la France. Non, c'est le gouvernement Vichy. C'est le gouvernement de Vichy, en faisant cette déclaration, en disant que la France, ce jour-là, justement, a arrêté parce que les Allemands ne voulaient pas les enfants en dessous de 16 ans. On a retrouvé le document de l'ordre où les Allemands demandaient l'arrestation du 16 juillet, mais il n'y avait pas les enfants en dessous de 16 ans parce que les Allemands n'étaient pas prêts à Birkenau pour un gazage massif, donc ils ne voulaient pas les enfants. Et on a retrouvé le document signé de la main du maréchal Pétain, où il a rajouté les enfants aussi. Et c'est comme ça que nous, on a été arrêtés. Tu t'es retrouvé toi-même arrêté, du coup? Oui, nous, attendez, 6 heures du matin, la police française frappe à la porte. Oui, ma mère voulait pas se faire arrêter. Ma mère était une femme extraordinaire. Elle s'est battue avec la police. Elle leur a lancé des tabourets. Je me souviens, il y avait une coupe en verre ou en cristal sur la table. Partout, elle se battait. Elle dit, vous m'aurez pas. Mais bon, ça servait à rien. Parce qu'eux, ils étaient très froidement. Parce que, en fait, ils avaient les ordres quand ils ont frappé à 6 heures du matin. On vient arrêter votre mari. Et ma maman a dit, mais il est déjà parti. Et en destination inconnue, on savait pas où. Et eux, sans se démonter, on dit, oh, c'est pas grave, c'est vous et vos enfants. Donc, ils savaient, ils avaient cette liste. Et là, ils ont nommé tout de suite les prénoms. Madeleine, ma sœur, Arlette, moi, et Malika, ma maman. Donc, ils le savaient. Ils ont arrêté tout l'immeuble. Il y avait, on habitait un grand pâté d'immeubles. Il y avait 4 familles. Toutes les familles, tous les bébés, les enfants, tout le monde a été arrêté. Oh, ça a été l'horreur totale. Vraiment, et puis après, on est parti direction le Vélodrome d'hiver que moi je connaissais pas parce que bon, c'était un endroit plutôt pour les manifestations sportives ou politiques. Bon, mais ce qui s'est passé au Vélodrome d'hiver, ça a été, il y avait pas d'eau, on n'avait pas à boire, on n'avait pas à manger. Les autobus arrivaient, ils sortaient les gens avec des grabataires, des handicapés, les hôpitaux, des femmes enceintes. Ça a été terrible. Vraiment, ce qu'on a pu vivre là-bas, c'est innommable. C'était l'enfer de Dante. Et quand tu te retrouves là-bas, t'es encore du coup avec tes sœurs, ta maman, ou tout le monde est déjà séparé? On est tous ensemble, maman, ma sœur, les voisins. On s'était tous regroupés ensemble sur le même escalier en pierre, puisque nous on est arrivés dans les premiers en bas, et on s'était regroupés là. Et puis après, ça a été rempli de cris, de hurlements, d'enfants, de malades. Ça a été l'horreur. Pour moi, petite fille qui avait été bien élevée, plutôt gâtée, choyée. Le contraste était d'autant plus rude, quoi. Oui, j'ai découvert là-bas. D'ailleurs, quand je vois le film La Rafle, c'est très bien fait, mais il y manque l'odeur.
Parce que cette odeur qu'il y avait, comme on n'avait pas d'eau, les gens, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, tout était bouché, tout était fermé. Donc on n'avait rien du tout. Et je me souviens, à un moment, j'ai envie d'aller aux toilettes, je dis à maman, et elle me dit, écoute, je reste avec ta sœur, va avec le petit voisin. Il y avait Lazare qui était plus âgé. Et puis, il doit y avoir des toilettes là-haut. On savait pas, nous, qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et quand je suis montée en haut, j'ai vu les gens qui faisaient contre le mur pudiquement, qui se cachaient derrière un vêtement, les gens les préservaient. Mais il y avait de l'urine qui descendait, il y avait des marches, il y avait les excréments. Et puis, il y avait une chose que moi, je savais pas. Moi, je savais pas ce que c'était que d'être indisposé, les règles. Et je vois du sang partout, des morceaux de chiffon rouge partout. Il n'y avait pas des serviettes pour que les femmes se protègent. Il n'y avait rien du tout. Et moi, je vois du sang partout et je me mets à crier, à hurler. On tue tout le monde, il faut descendre. Il faut le dire à maman. Regarde, il y a plein de sang partout. Et bien sûr, je suis descendue. Ma mère a essayé d'expliquer au mieux, quoi. De m'expliquer. Ouais. Elle essaye de m'expliquer, mais en me disant mais non, plus tard et tout ça. Mais je suis en état de choc et je veux pas entendre. Ouais. Et je veux pas écouter. J'écoute pas et je la crois pas. Et je crois rien du tout. Donc je me souviens très bien, j'ai dit non, non, non. Et je la crois pas. Et ça, c'est là que j'ai vu le premier. Je savais pas que c'était un suicide. Je l'ai vu après. Quelqu'un qui s'est jeté du haut des gradins, on était en bas. Et maman me dit, non, c'est rien, c'est des gens qui perdent du linge. En fait, non, c'était quelqu'un qui s'était suicidé. Jusqu'au bout d'essayer de masquer au plus possible l'horreur des lieux, quoi. Ouais. Ça a été l'horreur totale. Vraiment, c'était l'inhumanité. Comment on a pu laisser ce qui s'est passé au Vélodrome d'hiver. Je sais pas. Alors justement, ça tu le racontes comme ici, tu le racontes à des jeunes dans des lycées. Depuis quand t'as décidé de faire ça? À quel moment tu t'es dit il faut absolument que je partage ce vécu, cette horreur, afin que le devoir déjà de mémoire soit fait en soi, qu'on transmette ça, et puis surtout que ça ne se reproduise pas? En réalité, on voulait en parler dès le départ, parce que bon, mon mari est décédé il y a 6 ans. Et lui, il a eu un passé plus difficile. Lui, il a été déporté le jour de ses 15 ans anniversaire. Il en est sorti à 18. Il a fait 7 camps d'internement, Auschwitz, terrible. Mais on voulait en parler, mais personne voulait nous écouter, ni nous entendre. Donc, on n'en parlait pas. Et on a commencé à en parler quand Monsieur Jacques Chirac a fait cette reconnaissance de la collaboration du gouvernement de Vichy. C'est grâce à lui qu'on a commencé à en parler. Parce que quand on nous demandait qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre, on commençait à raconter. Ah non, 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 non. Ah oui. Non plus, on n'a pas mangé du pain blanc et tout ça. Donc on s'est tu. Et c'est Monsieur Jacques Chirac qui a fait obligatoire dans les écoles, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Il y avait 3 lignes dans les manuels d'histoire et en fin du manuel. Donc, on n'en parlait pas. Et c'est lui qui a fait. Et à ce moment-là, les professeurs dans les écoles sont venus nous trouver en nous disant, écoutez, on sait pas enseigner le Shoah, parce que eux n'avaient pas étudié la Shoah non plus, les professeurs d'histoire, de géographie. Oui. Ils ont dit, aidez-nous. Oui, parce que toutes ces infos-là étaient justement conservées, absolument pas ébruitées plus que ça, quoi. Absolument. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à aller dans les établissements scolaires à la demande des professeurs d'histoire et de géographie pour leur expliquer ce qui nous était arrivé. Et ça a été comme une mission de vie pour toi de partager ça, voir un peu de guérison, au moins un pansement peut-être un peu sur tout ça, ou même pas? Oui et non, parce que je culpabilise tout le temps. Parce que je culpabilise, parce que tout l'immeuble, il y avait plein d'enfants, personne n'est revenu, tout le monde a été assassiné, gazé. Et moi, je suis là, donc je culpabilise. Ah oui, le simple fait d'être en vie te fait culpabiliser. Oui. Et de témoigner
d'évoquer leur mémoire, les fait revivre, les empêche de partir dans l'oubli. Ouais. On n'a pas de sépulture où aller pour prier sur eux. Il n'y a pas de sépulture. On ne sait pas où. Ils sont où dans les Nimbes, ils sont partis comme ça. Donc, de témoigner les fait revivre un peu, empêche qu'on les oublie. Et donc ça, effectivement, c'est important pour toi de pouvoir continuer de faire ça aujourd'hui. Oui, il y a ça. Et puis, pour que les élèves, justement, vous savez, malheureusement, il y a des révisionnistes qui existent, et puis des négationnistes qui existent aussi. Eh ben, c'est pour ça. Parce que les élèves, quand on leur parle, plus tard, je compte pas sur tous. Il m'arrive de faire même des streamings avec 300-400 avec les établissements scolaires des élèves. Je compte pas que tous se souviendront de ce que je leur ai dit. Mais si seulement 10% plus tard, face à des révisionnismes ou à des renégationnistes, racontent en disant non, je les ai vus, non, j'ai parlé avec eux, ils ont existé. Bon, ben, j'aurais fait. Ta part de. Ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle pour l'école, j'avais avec les professeurs d'histoire, justement, souvent eux, bien évidemment, qui initient ce genre de choses. On est allé à Oradour-sur-Glane, autre lieu de massacre aussi. Ah oui, symbolique, bien sûr. Voilà, symbolique effectivement de cette période. Je me rappelle avoir eu entre guillemets la maturité, on était au lycée, la maturité pour comprendre, grâce aux cours aussi bien sûr, les lieux et ce qui s'y était produit, comme de la manière dont on me le racontait. Mais je me souviens aussi de camarades qui étaient en voyage scolaire, point, qui ne prenaient pas la portée du lieu, oui. etc. Est-ce que c'est aussi, alors toi qui les côtoies justement les élèves à venir leur raconter, est-ce que c'est pas aussi un peu parfois trop jeune, trop tôt pour savoir parler de ces choses-là? Je ne viens qu'à la demande toujours des enseignants, que ce soit au mémorial ou dans les établissements scolaires là comme à Lille, mais je refuse de le faire à des trop jeunes. Il faut avoir une certaine maturité et il faut qu'ils soient préparés. Oui, surtout. Que ça ne tombe pas comme ça. Que les enseignants sachent, voilà, un ancien survivant ou un enfant caché ou quelqu'un va venir vous parler. Voilà ce qui s'est passé, tout ça. Donc ils sont déjà informés. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ça leur passera par-dessus la tête. Ça c'est certain. Mais on peut pas tout demander. Mais le peu que l'on fait. Je pense qu'il faut le faire et c'est bien que la France ait mis ça parce que je raconte tout ce qui m'est arrivé, mais ne pas oublier qu'ils sont européens, que actuellement ça fait 3-4 générations il n'y a pas de guerre grâce à l'Europe et ça c'est important. Et puis aussi du fait que moi j'ai survécu, comment j'ai survécu, c'est une épopée, c'est grâce à ma maman. Mais de leur dire qu'à partir justement de cette rafle du Vélodrome d'hiver, quand on a vu les bébés, les enfants partir dans ces wagons à bestiaux, la France s'est mobilisée, a fait ce que de toute l'Europe n'ont pas fait. C'est vrai que de toute l'Europe, la France a collaboré avec les Allemands. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant ou vos auditeurs sont au courant, c'est que de toute l'Europe, c'est en France qu'on a sauvé le plus d'enfants juifs. Et à partir de la rafle du Vélodrome d'hiver. Parce que quand ils ont vu ces petites mains qui sortent, il n'y avait pas de fenêtre dans les wagons à bestiaux, et ils se sont dit, ceux-là vont pas travailler en Allemagne. Vous comprenez? C'est ça la différence qu'il y avait. Donc, c'est la France... Mais moi, j'ai des épopées, des trucs, je raconte, mais que ma mère a fait dans le train et que les Français ont ramassé sur la voie ferrée. Elle a écrit un petit mot qu'elle a jeté sur la voie ferrée quand on est parti dans le camp. Pour laisser des indices. Oui, mais en prévenant des voisins qu'on a été arrêtés arbitrairement. Enfin bref, mais ce petit mot est arrivé. Il n'y avait pas d'enveloppe, il n'y avait pas de timbre, il n'y avait rien. Ouais.
Vous voyez, Des c'est gens, ça la des gens ont voilà. pris en charge ça. Ouais, Là, ouais, oui, ouais. mais c'est la France que j'aime. C'est la France, justement, qui a sauvé. C'est pour ça que je vous dis, de toute l'Europe, c'est à partir de cette époque Hmm. que la France s'est réveillée et a sauvé beaucoup, beaucoup d'enfants juifs. Ce regard-là, évidemment, tu l'as qu'après. Toi, en grandissant, en te renseignant, évidemment. Bah, en étudiant, bien sûr. Voilà. Bon, moi, je l'ai, non, oui, bien sûr, par les statistiques, bien sûr. Parce que à ce moment-là, évidemment, quand tu vis tout ça, tu ne le vois pas, ce mouvement d'humanité Ah, qui pas du tout. persiste. Ah, pour moi, c'est dramatique, ce qui se passait dans les wagons bestiaux, enfin, tout ça, c'est, oui. Oh, non, bien sûr. Bon, puis on ne sait pas si ce petit mot va arriver, on sait rien du tout. Non. Tu Non, disais c'est tout le à l'heure, drame c'est grâce à total. ta maman que tu as survécu. Ouais. Évidemment, il est impossible de passer toutes ces années en revue comme ça là sur un simple coup de fil, mais c'est grâce à elle du coup que aujourd'hui Ouais. tu es toujours en vie. Comment tu t'en sors en quelque sorte de cette guerre du coup? Mhm. Difficilement. Ça vous poursuit tout le temps. Hier, j'étais en Touraine, là où j'étais caché, et on n'oublie pas. On peut pas oublier. C'est difficile. On n'a pas eu, en plus, nous, on n'a pas eu d'aide. Maintenant, il y a un petit accident et tout, il y a tout de suite une aide psychologique dans les écoles et partout. Ouais. Nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu du tout d'aide. On savait pas. On nous a ignorés. On voulait pas nous entendre. C'est difficile. On s'en sort quand même parce que on fonde un foyer. On rencontre qui de droit. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'épouser un homme extraordinaire, qui est un passé aussi très lourd. Mmh. Mais donc, on s'est tenus ensemble pour survivre. Ouais. Est-ce que c'est pour faire comment dire? Est-ce que est-ce qu'on cache tout ça? Est-ce qu'on range ça au fond d'un tiroir, d'un sac à bagages et on fait belle figure et on avance dans la vie parce que bah du coup tu le disais personne ne veut en entendre parler ou est-ce que c'est présent tout le temps et on ne sait pas le ranger parce qu'il y a des gens avec le traumatisme qui oublient totalement. Là, je suppose que ça n'est en rien à un quelconque moment oublié. Non, je pense que jamais personne ne peut l'oublier. Voilà. On peut pas le ranger. C'est vrai que ça vous donne, ce passé-là, une certaine force. Moi, je vois les survivants, les déportés, comme ça, ont eu une certaine force justement de se battre pour survivre, sachant comme la vie était si dure, fallait se battre, aussi bien pour ceux qui étaient cachés ou ceux qui ont survécu ou ceux qui sont revenus, comme mon mari qui a fait 7 camps d'internement en 3 ans. Un gamin de 15 ans, jour anniversaire de ses 15 ans, il en sort le 8 mai 45 à 18 ans. Donc, on devient des battants, en fait. On devient des battants et ce qui est merveilleux, c'est quand on construit une famille après. Oui, c'est même effarant de voir qu'on trouve finalement un sens à la vie après, alors que on pourrait se dire à quoi bon quand on a vu tout ça. Bien sûr qu'il y a un sens à la vie, c'est les enfants, les petits-enfants, et maintenant j'ai même des arrière-petits-enfants, j'ai 6 arrière-petits-enfants. C'est extraordinaire. Donc quand j'étais hier à Vendôme, je montrais sauver une vie a fait maintenant dans 3 générations, ouais. Il y aura tout un village qui sera construit grâce à ma survie, de m'avoir sauvé la vie et qu'on s'est battu pour survivre. Et du fait, après le Veldiv, quand tu survis à ce moment-là, c'est la suite de la guerre pour toi, c'est quoi? T'es caché du coup? Alors tu parlais tout à l'heure d'enfants cachés. Oui. Après, on a été enfants cachés grâce à ma maman et vraiment magnifiquement. Vraiment, on est tombé sur une famille, mais pauvre. Vous pouvez même pas imaginer. Lui, il était savetier. Les élèves, personne ne sait ce que c'est savetier. C'est travailler. Il faisait des sabots en bois. D'accord. Maintenant, ils sont en plastique. Mais ils n'ont pas posé de questions, rien du tout. On a vécu là-bas heureux, vraiment.
j'ai des photos magnifiques. Faut voir, on est en pleine campagne. On a, heureux, vraiment heureux, comme le dit-on qui circulait avant la guerre chez les Juifs français, heureux comme un Juif en France. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans une famille extraordinaire qui n'a pas posé de questions toutes simples, on vivait dans 2 pièces en tout et pour tout, mais posait pas de questions. Ouais. Et alors après, quand je me pose la question de l'après, moi, quand tout ça se termine, tu l'as dit en quelques mots déjà, personne ne veut en entendre parler, donc après, tu construis ta vie pour autant, mais comment on fait pour se reconstruire soi? Tu disais, il n'y a pas d'aide psychologique, il n'y a pas tout ça. Comment tu as procédé toi pour te reconstruire ou juste avancer? Quels ont été tes... On s'est avancé en se reconstruisant, on s'est reconstruit en avançant. Mais chacun y trouve, certains c'était dans le travail, dans la famille, ce qui m'a en fait sauvé parce que j'étais très jeune, même à la fin de la guerre, quand j'étais pupille de la nation, puisque j'avais plus de famille, plus personne. C'est l'éducation nationale. Moi, c'est apprendre, c'est les livres. Je ne me quitte jamais, j'ai toujours des livres avec moi. C'est d'apprendre. C'est ce que je reproche aux jeunes actuellement. C'est qu'ils savent plus lire, ils savent pas parler, ils parlent avec des poings et des couteaux, mais c'est quoi? La langue française est si belle. Mais pourquoi ils parlent pas? Bon, on n'est pas toujours d'accord avec son voisin ou avec celui qui est en classe, sa couleur de cheveux ou de conversation, mais discuter, ils savent plus discuter. Mais parce que pour discuter, il faut écouter aussi. Mais ils savent pas. Ils pianotent. Attendez, ce téléphone, je suis pas contre. Je trouve que c'est formidable. Moi aussi, j'ai Internet. Moi aussi, je m'en sers. Mais il faut savoir lire, écouter et parler, discuter. Ils savent plus parler. Ils savent pas. Non, c'est dramatique. C'est ce qui me fait peur. D'ailleurs, pour la venue là actuellement de l'IA, l'intelligence artificielle, oui. J'ai très très peur de ça. C'est beau et c'est pas beau. C'est quoi l'intelligence artificielle? Ils vont avoir affaire à un robot qui va avoir une très grosse partie de questions, de réponses à leurs questions. Mais ça n'est qu'un cerveau de pâte à modeler, où on a mis des informations, mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de discussion. Et c'est ce qui me fait peur. Ils vont oublier complètement de discuter. C'est quoi les robots? C'est pas ça. C'est pas un être humain. On nous a donné la chance d'avoir la parole, la réflexion et tout, et on a affaire à des robots. C'est vrai, bon, c'est important pour la technologie, mais pas pour l'éducation, pas mettre devant les enfants trop jeunes, devant des récepteurs de télévision, devant des robots. C'est pas ça. Il faut leur apprendre à parler. Doublement par ton vécu. Chez moi, il n'y a pas de télévision dans la salle à manger. Ouais. Jamais, jamais, jamais. La table, on parle, voilà, c'est ça. Ouais. On discute. Chez eux, ça n'existe pas. Ils arrivent pour avoir la paix, on les colle devant la télé. Mais c'est pas ça. Discuter. Discuter, n'est beau ce mot-là. À retenir, donc, discuter. Merci Arlette Testiller d'être venue nous raconter son parcours dans cet épisode, le 42e du nom. Merci à vous d'être venus jusqu'au bout, là, si vous m'entendez, au bout de cette histoire de ce nouvel épisode. Donc, merci. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié d'épisode. Je vais essayer d'en refaire évidemment beaucoup plus régulièrement. Le temps étant toujours celui après lequel on court. J'ai pas vraiment eu le temps d'en refaire d'autres, mais c'est en prévision. Évidemment, je reviens avec de nouveaux invités très très rapidement. Arlette Testiller, si vous voulez en savoir plus sur elle, évidemment vous pouvez la retrouver sur internet. Vous tapez Arlette Testiller et voilà. Sinon, elle a fait aussi un livre qui est sorti l'année dernière. J'avais 9 ans quand ils nous ont raflé. Un témoignage plus que jamais nécessaire. C'est disponible, c'est un livre donc dispo un peu partout sur internet. Voilà, n'hésitez pas
à le lire. Ce sera ce qu'on vient de se dire là, mais en plus long. Voilà, merci beaucoup. À très vite, du coup, pour de nouveaux épisodes et de nouveaux invités. D'ici là, faites-le tourner, cet épisode. Vous avez entendu, il faut discuter. Donc parlez-en de Essaye Encore. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Essaye Encore Podcast sur Instagram. Ou alors vous tapez Geoffrey Deloup à un moment donné dans un moteur de recherche sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Je suis là-dedans quelque part, vous allez bien me trouver. Merci beaucoup encore et à très vite avec de nouveaux invités.